Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al24 News. Ce soir, bien sûr, retour sur les taxes douanières imposées par les États-Unis et la réaction de la Chine surtout, qui ne compte pas se laisser faire en se déployant dans les quatre coins du monde à la recherche de nouvelles ouvertures économiques pour esquiver le plan de Trump. Pékin, qui à l'exception de tous les partenaires américains concernés par ces taxes, est le seul pays à ne pas bénéficier du sursis de 90 jours. La Chine, le dragon endormi, va-t-il commencer à cracher du feu? Xi Jinping a déjà commencé sa tournée en Asie du Sud-Est et ça ne fait que commencer. Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir avec nous deux messieurs très charmants, spécialistes en économie, Idir Sassi, expert en questions économiques. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci, messieurs, d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'en est passé des choses depuis la décision donc, de Trump d'aller vers des taxes douanières. Il a taxé tout le monde apparemment. Il a imposé sa loi américaine sur tous les pays. Bien sûr, il y a eu des mécontents. Il y a eu aussi des pays qui ont donc voulu réagir de manière un peu plus soft en demandant quand même des dialogues bilatéraux, ce qui a été accepté. Sauf que, bien sûr, bonne surprise peut-être pour certains, puisqu'il y a eu quand même un sursis de 90 jours. Sauf que c'est la Chine qui n'en a pas bénéficié. Et la Chine s'est déployée depuis quand même un bon bout de temps. On a vu le président Nazim Sini donc en tournée, dans une tournée qu'il a mené un peu dans des pays de l'Asie du Sud-Est pour essayer de récolter un maximum d'alliances et surtout pour essayer, si vous voulez, d'échapper à ces taxes par le biais de coopération bilatérale ou de former peut-être des blocs régionaux. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette stratégie finalement chinoise? Est-elle bonne? Est-elle astucieuse? Oui, totalement. D'abord, il faut rappeler en fait qu'à travers le retournement de situation qui a été imposé par Trump, en fait, on voit un peu plus clair dans sa stratégie. Sa stratégie, clairement, visait la Chine. Oui. Trump n'avait pas pour objectif de paralyser le commerce mondial. D'ailleurs, le sursis de 90 jours en dit long sur sa vision des choses. Et donc, son objectif, c'est clairement de viser ce qu'il considère comme le principal concurrent aux États-Unis, c'est-à-dire l'empire du milieu, et donc la Chine. Il faut savoir que la Chine aujourd'hui concurrence directement et frontalement les États-Unis sur ce qui était le leadership américain dans des secteurs névralgiques, comme celui des semi-conducteurs, comme celui de l'aérospatial, mais également des technologies à haute valeur ajoutée, notamment l'intelligence artificielle. Il est inconcevable, ou il était inconcevable, pour le président Trump de voir la Chine surpasser les États-Unis sur ces industries du futur. On sait actuellement, la plupart des analystes le disent, c'est que la Chine va devenir la première puissance économique au monde. Elle l'est déjà théoriquement, mais elle va le devenir à partir des 5 ou des 10 prochaines années. Donc, pour la première fois dans l'histoire récente des États-Unis, un pays qui était considéré comme un pays du tiers-monde, la Chine, au 19e et au 20e siècle, est en train de disputer le leadership des États-Unis qui ont dominé le XXe siècle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette décision de ne pas suspendre les droits de douane spécifiquement vers la Chine, et même il va vers la surenchère, puisqu'on parle de droits de douane, tenez-vous bien, de 245%. Oui. Donc à ce prix-là, c'est énorme. C'est tout simplement intenable. Aucun produit ne peut être commercialisé avec des taux d'imposition de 245%. La Chine, on l'a vu, n'a pas envie de se laisser faire, puisque de toute façon, ils vont appliquer un peu le principe de réciprocité, alors qu'on sait très bien, par exemple, que Trump avait interdit que d'autres pays appliquent ce principe de réciprocité. En tous les cas, le bras de fer se poursuit. On a l'impression qu'il se durcit de plus en plus, Idir Sassi. Il se durcit et il atteint, je pense, un paroxysme. C'est pas tenable pour l'économie mondiale. On risque la récession au niveau mondial. Donc, il y a eu la lecture. Beaucoup pensaient que c'est une stratégie bien réfléchie, que c'est des démarches pensées, etc. Mais on a vu quand même qu'il y a eu un recul, qu'il y a eu de l'hésitation dans l'équipe Trump. Les raisons sont multiples. On avait tous un œil sur les capitaux, sur les investisseurs, un bras qui est complètement internationalisé, c'est pas des marchandises, donc ça fonctionne autrement, c'est très sensible. Il semblait que Trump avait un petit peu oublié la force de la finance. Et donc la première réaction
qui était très significative, c'était les Européens, parce il y a les fonds souverains, et donc il y a le bras financier, les investisseurs qui commençaient à faire le chemin inverse, donc des États-Unis vers l'Europe, ça retournait, et on commençait à voir même que l'Europe allait peut-être tomber dans les bras de la Chine, c'est-à-dire devenir le nouveau déversoir des marchandises, ce qui n'est pas exclu, même à ce jour. On a vu des appels du pied de Pékin. Sur le fond, dans l'équipe Trump, il y a des intérêts, c'est des entrées intelligents, etc., mais ils sont dans la technologie, on avait un recul, même avec la Chine, pour ce genre de produits où ils ne sont pas concernés par les taxes. Donc il y a des aménagements qui démontrent quand même que la démarche n'est pas très cohérente et à moyen terme, elle risque de s'essouffler. Maintenant, ce que nous voyons maintenant, la démarche chinoise, nous avons vu depuis quelques années qu'il y a un problème, c'est le multilatéralisme qui est un petit peu bloqué un peu partout dans tous les domaines. Donc c'est une chance aussi pour des pays émergents de reconstituer des plateformes multilatérales pour établir peut-être des règles qui sont plus acceptables pour le commerce international et d'autres sujets. Donc c'est un effort qui est salutaire de travailler sur de nouvelles bases de multilatéralisme que apparemment les États-Unis n'aiment pas trop puisqu'ils travaillent directement en bilatéral avec des positions de dominance et donc déséquilibrées. Donc la démarche chinoise, contrairement à l'autre démarche, elle est logique et réfléchie et elle peut même attirer des intérêts puisque le capital cherche la vision et la stabilité. Il n'aime pas les surprises. Donc, c'est une contre-attaque, entre parenthèses, qui est très intéressante et on va voir l'évolution. Très stratégique également de la Chine. De toute façon, il fallait s'y attendre que Pékin n'allait pas se laisser faire. C'est vrai que vous avez parlé aussi avec l'Europe, le rapprochement. Ce rapprochement, on est en train de le voir sur les médias aujourd'hui, que le président chinois est en train justement d'appeler l'Union européenne à essayer de faire bloc pour essayer d'aller vers ce multilatéralisme économique. Est-ce que cela pourrait porter préjudice justement aux décisions de Trump? Mais totalement. Y a-t-il des risques? Exactement. Et puis vous savez, de cette histoire, qu'est-ce qu'on retient? Finalement, c'est le fait que Trump va être isolé sur la scène internationale, qu'il est en train d'isoler les États-Unis, eux qui ont porté le chantre du libéralisme, de cette mondialisation multilatérale justement. Donc ils ont été à l'origine de la mondialisation qu'ils ont portée. Et aujourd'hui, on voit que les décisions qui sont défendues par leur président isolent un peu plus les États-Unis sur la scène internationale. Mais au-delà de ça, ça montre effectivement que la Chine aujourd'hui devient le partenaire de la fiabilité, le partenaire qui ne surenchérit pas sur les décisions américaines, mais aussi qui essaie de constituer un nouveau bloc au niveau du commerce international pour se substituer clairement comme un fournisseur alternatif aux Américains. Et ça, c'est très apprécié par les partenaires européens, notamment dans des secteurs que sont l'automobile, l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, etc. Et puis aussi les pays émergents qui sont en train, disons-le, de porter l'économie mondiale. Juste pour un petit rappel, vous savez que les économies avancées vont enregistrer une croissance de 1,8% pour l'année 2025, c'est 4,2% pour les économies émergentes. Donc ça montre clairement que le moteur de l'économie mondiale est porté par les pays émergents et à leur tête l'Inde et la Chine. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas en fait, on allait dire que c'est peut-être même pas une surprise de voir, par exemple, que lors de sa visite, de sa tournée, le président chinois a ciblé certains pays, par exemple, comme le Vietnam, le Cambodge. Et on sait très bien, par exemple, je crois, le Cambodge, qui n'a pas été beaucoup taxé, je crois, à 10%, ce qui en dit long, peut-être, sur éventuellement des perspectives de coopération avec les Chinois qui peut-être pourraient faire écouler leur industrie ou leurs marchandises à travers ce pays, étant donné qu'il n'est pas très taxé. Alors, chercher une logique derrière les taux de taxation serait très difficile. On peut prétendre beaucoup de lectures chez Donald Trump, mais c'est difficile. Les Suisses, ils font travailler 6 à 7 millions d'Américains dans le pharma, la finance, les services, etc. Et ils ont subi 30%. Donc, et puis, bon, ils défendent l'emploi à la base. Donc, il n'y a pas vraiment de logique, même si au Cambodge, peut-être les Américains, il y a un historique là-bas, etc. La Chine, la stratégie de l'administration précédente, c'est une stratégie plus lisible, logique, diplomatique. Elle misait sur l'Inde
elle misait sur un contre-pouvoir et sur du moyen et long terme, faire du business et puis gagner sur des secteurs où on peut se remplacer les uns et les autres. Parce qu'elle tient la dette, c'est un marché émergent, etc. L'économie chinoise avait démontré un essoufflement depuis quelques années, puisqu'il y a une crise de l'immobilier. C'est une société qui commence à outsourcer, c'est-à-dire à aller délocaliser ailleurs, justement au Vietnam et autour. Ce qui se passe avec le Vietnam. Exactement. Oui. Donc, il y avait des solutions alternatives, disons-le, pour que peut-être le leadership américain puisse se faire d'une manière différente. Donc, cette brutalité et ce manque de visibilité va impacter durablement, à mon avis, les États-Unis, surtout pour les problèmes de crédibilité. Tant que l'administration actuelle s'est comportée de cette façon, la crédibilité en matière d'investissement de capitaux, de bourse, la bourse c'est 50% des retraites américaines, donc tout cela va impacter durablement et les gens vont chercher là où ils peuvent investir de façon assurée. Oui, alors Nazim Sini, finalement, on a l'impression qu'après les 90 jours de sursis, où peut-être les pays peuvent être amenés à réfléchir un petit peu sur quelle stratégie adopter avec les États-Unis, la Chine est le seul pays qui n'en a pas bénéficié. Il a été donc exclu et il n'a pas été inclus dans cette taxe ou cette pause. On n'a pas l'impression finalement que Trump vise particulièrement la Chine, beaucoup plus. Est-ce qu'on a cette impression? D'autant plus qu'on a vu les déclarations du président chinois qui abordaient autour de ça, au fait. Ah mais exactement, et puis comme je vous l'ai dit dans mon propos... Même le dialogue a été refusé. Tout à fait. En fait, clairement, la cible de Trump, c'est la Chine. Parce que, encore une fois, d'emblée, il ne souhaite pas voir un autre pays disputer le leadership mondial, l'hégémonie du dollar, l'hégémonie de l'économie américaine sur le monde, parce que la Chine est en train de supplanter les États-Unis, disons-le clairement, notamment en matière de nombre de dépôts de brevets, en matière de nouvelles technologies. Et puis surtout, les Chinois vont sur le terrain américain. Par rapport à la dette aussi. Exactement, tout à fait, et qui détiennent une grande partie de la dette américaine. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Mais vous savez, Trump a toujours géré les États-Unis depuis son premier mandat comme une entreprise. Lui, son but, c'est de mettre en place des deals. C'est pour ça qu'on appelle deal man. Donc c'est quelqu'un qui veut obliger ses partenaires... comme un businessman. Voilà, comme un businessman. En fait, il veut obliger, donc il transpose sa logique entrepreneuriale vers une logique de gestion d'un pays, qui est quand même la première puissance économique et militaire mondiale. Et son objectif, c'est de ramener l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis à renégocier de manière bilatérale, ce qui, comme l'a dit Eder, il a parfaitement raison, ce qui entache la crédibilité des États-Unis. Et vous savez à quel point c'est très important quand vous êtes à la tête d'une puissance comme l'Amérique, le poids des mots et le poids de la communication institutionnelle. Et là, en fait, il vient de brouiller toutes les pistes. C'est-à-dire que Donald Trump est capable d'annoncer des droits de douane, de les annuler le lendemain, et puis de les suspendre le surlendemain. Et pour cela, ça impacte durablement la confiance qu'ont les investisseurs dans l'économie américaine, et puis ça va certainement aussi ralentir le flux d'investissement sur le sol américain. En fait, si vous voulez, il a fait un pari qui était celui de dire « je vais tenter d'obliger l'ensemble des industries qui ont été délocalisées des États-Unis à revenir sur le sol américain », même si ça doit se faire au prix d'une très forte inflation et au prix de nombreuses pertes d'emplois. Mais il pensait que sur du moyen et long terme, que ça serait gagnant et que les États-Unis allaient retrouver leur compétitivité des années 60 et 70. Sauf que Donald Trump a oublié qu'entre-temps, le monde a changé. Le 21e siècle, c'est celui justement de l'outsourcing, c'est celui aussi des délocalisations virtuelles, c'est aussi celui de la robotique. Chine a compris, hein. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine se pose en partenaire alternatif qui peut, par sa sagesse, qui peut aussi, par le fait de rassurer les partenaires internationaux, jouer un rôle de locomotive de l'économie internationale. Eh ben, justement, on va dire à quelque chose malheureux. Bon, rappelez-vous, Idrissa Seck, la dernière fois, on avait parlé de ce même sujet. Vous m'avez dit peut-être qu'avec ces surtaxes, il pourrait y avoir une dynamique dans l'économie internationale à partir du moment où ça va un petit peu inciter des blocs à se former. Exact. C'est vraiment le cas aujourd'hui. Ça n'a pas attendu longtemps, je veux dire. Et c'est ce que tente aujourd'hui de faire la Chine, par exemple avec le bloc de l'Asie du Sud-Est, avec certains pays d'Asie du Sud-Est, mais elle cherche également à faire un bloc avec l'Europe. Vous pensez qu'il va y avoir des rapprochements et des points communs, par exemple, entre la Chine et l'Europe, surtout que Madrid essaie de jouer un petit peu la médiation entre les deux? Les gens se sont rappelés de l'importance du multilatéralisme.
Ils ont compris qu'une position dominante, même si c'est des alliés, hein, donc l'Alliance Atlantique, etc., ce n'est pas suffisant. Le jour où vous avez un allié qui n'est pas prêt à défendre, à faire... qui etc., fait faux bon. Exactement, ce n'est plus un allié quelque part. Donc il ne reste que réellement que le multilatéralisme. Et ce que pensent en tout cas, à mon avis, les Européens et d'autres parties du monde, c'est que cette période de grâce de 3 mois ou bien se suspendre de quelques mesures, ce n'est que du court terme. Ça veut dire que Trump veut faire face un front à la fois. Ce n'est qu'une question de temps. Et l'Europe, il a toujours dit « they are too smart », il va leur faire la guerre commerciale, c'est clair. C'est une question de temps. Donc, les entreprises, en tout cas, on peut penser aux politiques, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Meloni qui est partie en visite, qui cherche, etc., à faire une sorte de compromis, gagner du temps. Mais les investisseurs, il y a des fonds souverains, il y a des fonds privés, ils ont très très certainement un plan à mettre en place qui est le plan B, diversifier les partenaires et puis se rapprocher de la Chine et de l'Inde. On va très certainement voir, je disais tout à l'heure, un déversoir, peut-être pas pour tout de suite, mais ça va se faire, ça veut dire ça va s'accélérer, le commerce entre l'Asie et des endroits comme la Chine et Amérique latine et autres. Qui était insoupçonnable à un moment donné. Exactement. Et toutes les questions de malentendus, de politique, d'incompréhension, je pense qu'elles vont céder la place à l'intérêt économique et voir donc la réémergence en tout cas d'un multilatéralisme qui c'est la porte, c'est la planche de survie des économies actuelles, et ça concerne aussi l'Afrique entre parenthèses. Oui, l'Afrique entre parenthèses, vous faites très bien de le dire parce qu'il faut qu'elle sorte aussi cette Afrique de cette parenthèse. Il faut également peut-être trouver des blocs avec l'Afrique, Nazim Sini. Il faut réfléchir, il faut faire une réflexion là-dessus, étant donné qu'on a vu que là, on est relancé vers un redynamisme, multilatéralisme économique. C'est des blocs qui vont se former et ces blocs-là vont peut-être eux-mêmes présenter l'alternative. Alors, quelle sera aujourd'hui la place de l'Afrique devant ces blocs qui se forment, qui émergent ? Écoutez, moi je crois fondamentalement, et ce n'est pas un discours utopiste, que l'Afrique va avoir un grand rôle à jouer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un continent émergent. Après avoir été un continent avec de l'instabilité politique, sécuritaire, il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui c'est un continent qui est en train d'émerger. Vous avez des pays comme le Rwanda qui vont enregistrer des taux de croissance de 7%, l'Algérie qui est entre 4 et 4,5%. Vous avez certaines régions du monde, notamment en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, qui sont en train de tirer la croissance du continent. Vous avez aussi l'émergence de certains secteurs d'activité, je pense notamment au FinTech, où l'Afrique est en avance par rapport à certaines régions d'Amérique latine, voire même d'Europe, pour vous dire à quel point l'Afrique est en train de se métamorphoser. Maintenant, la question fondamentale qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'elle va bénéficier de ce bouleversement, de ce chambardement au niveau de l'économie mondiale. Est-ce que l'Afrique va être l'Asie des années 2000, au début des années 2000, où elle va attirer des industries sur son sol, notamment, puisqu'on voit que la Chine et l'Inde sont dans une logique de sous-traitance, sont dans une logique de délocalisation, parce que même chez eux, les coûts de production sont en train de légèrement augmenter. Et donc, ils sont en permanence en quête de compétitivité et de productivité. C'est surtout ça, c'est pour ça que je pense que l'Afrique aujourd'hui, elle doit s'inscrire d'abord dans un point de convergence avec ses partenaires-là asiatiques, mais aussi travailler essentiellement sur son attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, on ne met pas assez l'accent sur les apports de l'Afrique, notamment en matière énergétique, ses atouts évidemment, et ce qu'elle peut apporter dans cette nouvelle supply chain mondiale, cette nouvelle chaîne de valeur qui est en train de se redessiner sous nos yeux. Et encore une fois, avec une jeunesse, vous savez, l'âge médian en Afrique est de 26 ans. C'est un des continents les plus jeunes de la planète. Potentiel richesse, jeunesse humaine. Sa richesse, elle n'est pas dans son sous-sol, c'est son capital humain. Est-ce qu'on va pouvoir en bénéficier ? En plus de son sous-sol. En plus de son sous-sol, évidemment. En plus de son sous-sol. Tout à fait. En plus de son sous-sol, mais il ne faut pas voir que le sous-sol. C'est ça mon propos, c'est de dire que le capital humain est essentiel pour l'émergence de ce continent. Est-ce qu'on va en profiter ? Et je pense que pour cela, il faut faire bloc politiquement, d'un point de vue diplomatique, mais aussi apporter des solutions à ces nouvelles tendances économiques. Edith Sassi, est-ce que l'Afrique pourrait constituer ce point de chute pour la Chine qui est en train de se chercher justement, comme on disait tout à l'heure, pour sa délocalisation de son industrie surtout ? Ça a commencé depuis un très long moment. Donc il y a la route de la soie
La Chine a essayé de faire la logistique, c'est très important. Donc c'est un enjeu majeur même pour l'Algérie, la logistique. Après, on parlait tout à l'heure de la Chine, qui est un pays du tiers-monde qui a réussi à devenir une puissance économique mondiale. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'était une ancienne colonie. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir pour l'Afrique. Oui. Le prochain émergent peut-être serait africain. Donc ce n'est pas perdu d'avance. Il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup de travail qui peut se faire. Il y a des efforts pour la lisibilité pour les investisseurs, des agences de notation africaines. Ce genre de porter une voix unie pour les Africains, c'est très important. Il faut que les Africains, on puisse entendre ce qu'ils veulent comme assistance, comme besoin d'une voix unie et lisible. Donc il y a des enjeux qui peuvent être aidés, il y a des fonds qui peuvent faire ce qu'il faut, mais il faut unir la voix de l'Afrique. Ça a commencé depuis un moment. Il y a les Chinois, on voit les Russes, on voit beaucoup de... Il faut qu'un travail politique se fasse pour qu'un travail économique... Il faut unifier la voie africaine parce que dans ce qui se passe, si chacun parle de son côté, au moins pour nos besoins, qui puissent être lisibles, parce que quand on parle fonds d'investissement, il faut qu'il y ait de la lisibilité, de la crédibilité. On a eu récemment l'agence de notation africaine, et puis plus on unit la voie africaine, plus on pourra attirer les investisseurs. Oui. Nazim Sini, alors finalement, j'allais dire, est-ce que on va vers une redynamisation? Est-ce qu'il y a des signes de redynamisation de l'économie en dépit de ce que laisse apparaître peut-être comme étant une crise réelle, ces taxes douanières? Oui, clairement, au-delà d'une redynamisation. Est-ce que ce n'est pas un coup de fouet donné à la fourmilière finalement, qui est dans le protectionnisme après le corona? Vous avez parfaitement raison. Moi, je crois qu'on s'en sortira tous grandis de cet épisode, exactement. Pourquoi? Parce que la plupart des pays ont pris conscience que l'on ne pouvait pas remettre les clés de l'économie mondiale entre les mains d'un seul homme, et en l'occurrence président des États-Unis. Et donc c'est quelque part l'hégémonie américaine qui est en train d'être remise en cause par même les alliés des États-Unis. Et encore une fois, je pense que ça va bénéficier à permettre à redessiner les contours d'une nouvelle mondialisation qui va être plus redistributive, plus équitable, plus inclusive également, plus durable, puisqu'on oublie de parler des enjeux environnementaux et de durabilité pour lesquels l'Afrique sont pleinement concernés. Mais également aussi faire en sorte que l'on réduise les fractures sociales, les fractures également de richesse. Vous savez que l'indice de Gini, qui compare l'écart de richesse entre les populations les plus riches et les populations les plus pauvres, moins riches et les pauvres, a été accentué ces 50 dernières années. Parce que nous avons porté, quand je dis nous, c'est-à-dire le monde a porté une mondialisation qui a isolé les pays émergents et qui leur a pas permis justement de pouvoir se sortir de cette torpeur-là économique. Donc moi je crois qu'avec ce qui se trame sous nos yeux, nous sommes en train de vivre une nouvelle page de l'histoire, de l'humanité, d'une histoire économique portée par de la diplomatie, par de la politique, etc. et qui va permettre de voir de nouveaux blocs émerger. Et vous savez, chaque siècle est porté par de nouvelles puissances. Et je crois que ce 21e siècle va se terminer par des puissances asiatiques et je l'espère, comme l'a dit Edil, j'allais vous dire, mais vous avez anticipé. J'allais dire, qu'est-ce que vous voyez comme bloc qui pourrait émerger avec force? Ça, vous faites, c'était ça ma question. Pour moi, ça pourrait venir de l'Asie. Un bloc méditerranéen, parce que je crois beaucoup dans la puissance méditerranéenne. Vous savez, ça reste un carrefour des échanges commerciaux depuis l'Antiquité et je pense que ça peut être porté par notre pays, clairement, par le continent africain aussi, qui, je vous ai dit, va enfin jouer un véritable rôle sur la scène mondiale face à des pays occidentaux finalement qui sont vieillissants, qui ont des démocraties qui sont malades clairement et qui perdent en compétitivité. Donc je crois fondamentalement qu'il va y avoir une revanche de l'histoire qui va être portée par le continent africain et le continent asiatique. J'aime beaucoup votre optimisme, ça nous donne un peu vraiment du baume au cœur. Edil Sassi, alors est-ce que vous pensez que finalement on peut inverser, si vous voulez, espérer l'effet inverse? Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Est-ce qu'on peut espérer l'effet inverse par rapport aux taxes de Trump qui d'abord étaient craintes au départ et qui aujourd'hui on voit qu'elles suscitent vraiment un grand dynamisme, un grand mouvement. Même les grandes puissances se bougent pour essayer de faire bloc, de ne pas se laisser faire finalement et de ne pas surtout subir le diktat d'un seul homme et d'un seul pays. Sur le plan économique, bien entendu. Peut-on espérer cet effet inverse? L'idée de l'administration américaine au début, elle était presque salutaire. Oui. D'accord, il y a eu du protectionnisme, c'est un peu l'épilogue de ce qui s'est passé depuis le Covid.
Donc il faut qu'il y ait un retour à la normale dans beaucoup de choses. La manière de faire, c'est ce qui a posé problème. D'accord ? Donc c'est une administration un peu extrémiste qui porte un sujet à la base qui est légitime quelque part. Bon, la manière de le faire fait que on retourne aux règles normales et c'est tant mieux pour nous. Oui. Donc on parlait du multilatéralisme. Maintenant, les blocs qui vont se former, se souder, oublier les malentendus parce qu'il y a urgence. Parce que l'objectif est le même. Il y a péril en la demeure, donc c'est l'accélération et c'est tant mieux pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le dollar va être remis en cause demain ? Je ne pense pas. Oui. Est-ce que les grands paradigmes vont tomber dans une semaine ? Je ne pense pas. C'est difficile à prédire dans le temps que nous vivons. Mais de toutes les façons, la machine est engagée et très certainement, l'hégémonie américaine de cette façon-là, il va y avoir des garde-fous au minimum qui vont faire en sorte que ça ne doit pas se dérouler comme ça. Voilà, et peut-être, qui sait, hein, on va le dire comme ça, peut-être que Trump va revoir un petit peu sa copie concernant donc cette taxe douanière, 90 jours, il a 90 jours pour réfléchir lui aussi également. Merci messieurs d'avoir été avec nous, Edir Sassi, expert en questions économiques. Merci à vous Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.